Le piège de Zhang Yi a enfin attrapé une cible, mais la base de Yangsheng a transformé les élèves de Liang Yue en otages, poussant les deux camps vers une négociation dangereuse. Bon retour sur Plotoria. Précédemment, Zhang avait placé un téléphone satellite capturé à Yangsheng chez les élèves dans le village de Sujia, en espérant que la base suivrait le signal et se débarrasserait des anciens élèves de Liang Yue sans qu'il ait à se montrer. Au même moment, Yangsheng et Zhao Yu avaient accusé le culte de la fleur des neiges de la disparition de leurs équipes et lancé une attaque brutale avant de découvrir qu'une force mystérieuse opérait peut-être autour de Xishan et Lujiang. Avec Donghu envoyé enquêter au village de Sujia et au manoir Yunk, le plan de Zhang comme son abri allait de bientôt être mis à l'épreuve. Et si tout ça ressemblait déjà à une partie d'échecs post-apocalyptique avec beaucoup trop de joueurs, la playlist de l'épisode 1 vous attend dans l'affiche. Maintenant que le culte de la fleur des neiges commence à remonter la piste de Zhang Yi et que Yangsheng se rapproche des élèves de Liang Yue, chaque faction s'apprête à jouer son prochain coup. Si la série vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour la suite. On continue. La mère du petit garçon était ravie, persuadée que la sainte avait purifié son enfant de son démon intérieur. Alors que les familles repartaient avec leurs enfants hypnotisés, elle remercia son Altesse et se réjouit de ne plus jamais avoir à s'inquiéter de la désobéissance de son fils. Une fois tout le monde parti, Zhang Yixian traversa la salle de pierre pour rejoindre Yuan Kongye. Du sang sombre tachait sa cape rouge et sa manche. Et la sainte, en voyant ses blessures, exigea de savoir comment il avait pu être aussi gravement touché. Kongye tenta aussitôt de le soigner, mais Yixian l'arrêta. Elle avait déjà beaucoup trop utilisé sa bénédiction ce jour-là, et ses blessures à lui pouvaient attendre le lendemain. En l'observant attentivement tandis qu'il touchait son pendentif en forme d'étoile, la maîtresse de la secte lui demanda qui lui avait fait ça. Le visage sombre, Yixian révéla que des gens de Yangsheng et de la base de Zhao Yu avaient combattu ensemble. Kongye comprit immédiatement que les deux organisations étaient en train de s'allier contre le culte de la fleur des neiges. Le prêtre blessé le confirma, puis passa les minutes suivantes à lui raconter toute la bataille. Après avoir tout entendu, Kongye comprit qu'une organisation puissante et mystérieuse existait dans la ville de Tianhai, en plus de leur culte et des 4 autres bases. Elle se demanda même si cette force cachée n'était pas responsable de la destruction de la base de Xishan. Yixian expliqua que leur seule piste solide était un homme nommé Zhang Yi. Le message intercepté le mentionnait clairement. Alors que les souvenirs de l'attaque et du message lui revenaient, le prêtre déclara d'un ton grave que tous les indices menaient au même endroit. Zhang Yi était un surhumain, et un surhumain extrêmement puissant. Grimaçant en se couvrant un œil, Yixian craignait que cet homme ne fasse partie des personnes les plus puissantes de la ville de Tianhai. Sinon, comment aurait-il pu résister assez longtemps à la base de Xishan pour finir par la détruire ? Kongye lui rappela que toutes les informations disponibles indiquaient qu'un missile avait détruit Xishan. Yixian acquiesça d'un geste, mais insista sur le fait que ce missile n'était peut-être pas un événement isolé. Zhang Yi devait forcément disposer soit de connexions exceptionnelles, soit d'une puissance hors norme. La sainte décida qu'il devait le surveiller. Quand Yixian demanda si le culte devait envoyer quelqu'un pour le tester, un plan commença à prendre forme. Déterminé, le prêtre blessé expliqua que les autres organisations de ville de Tianhai s'étaient déjà emparées de toutes les ressources importantes. Même si la vigne de sang pouvait continuer à nourrir le culte grâce aux substitutions, ce n'était pas une vraie solution sur le long terme. Serrant son bras blessé, il ajouta que résister à 2 bases le même jour leur avait mis une pression énorme. Si l'ennemi n'avait pas craint leur volonté de se battre jusqu'à la mort, le culte de la fleur des neiges aurait peut-être été la prochaine organisation rayée de la carte. En gros plan, Yixian proposa de faire de Zhang Yi un allié, une autre puissance capable de rivaliser avec eux. Le regard de Kongye se durcit. Elle ordonna à Da Fengling de tester ses capacités, car s'il avait vraiment la force d'affronter une base entière, son implication pouvait complètement rebattre les cartes dans la ville de Tianhai. Pendant ce temps, dans le laboratoire de l'abri de Zhang, Zhu observait quelque chose au microscope tandis que Zhang Yi se tenait près d'elle, les bras croisés. Il lui demanda si elle reconnaissait la substance et ce qu'elle en pensait.
En se retournant vers lui, Zhu expliqua que ce sérum de renforcement était réservé aux soldats ou aux mercenaires. Il pouvait augmenter énormément les capacités physiques et maintenir quelqu'un éveillé pendant 3 jours entiers. En levant une lame contenant un échantillon rouge, la docteure expliqua qu'elle avait déjà croisé cette substance dans son laboratoire sans jamais l'avoir vue utilisée en pratique. Elle était 10 fois plus puissante que le stimulant qu'elle lui avait donné, mais son seul principe consistait à forcer le corps à puiser dans son énergie tout en accélérant le métabolisme. Son sourire assuré disparut au moment de l'avertissement. En gros, c'était un surdosage sauvage capable de tuer son utilisateur de manière atroce s'il était mal dosé. Zhang se gratta la tête tandis qu'un souffle de vapeur s'échappait de lui. Il remarqua qu'il n'y avait décidément plus rien de gratuit dans ce monde. Chaque amélioration venait avec ses effets secondaires. Zhu leva calmement une main gantée pour le corriger. C'était vrai seulement pour l'instant. Et là, notre gars passa aussitôt de très sérieux à franchement curieux. La chercheuse avait entendu dire que l'armée avait autrefois développé des produits capables d'améliorer les performances au combat sans effet secondaire visible. Supprimer absolument tous les inconvénients était peut-être impossible, mais les réduire au point de les rendre presque imperceptibles, ça c'était envisageable. Avec un petit haussement d'épaule, Zhu admit que ces produits coûtaient tellement cher que l'armée ne les avait jamais généralisés. Le propriétaire de l'abri eut l'air surpris et conclut qu'ils avaient peu de chances de tomber sur quelque chose d'aussi avancé. Il croisa quand même les bras en se rappelant qu'il ne fallait surtout pas sous-estimer les gens ordinaires. Rien que la technologie pouvait déjà les rendre dangereux. Changeant de sujet, notre protagoniste demanda à Zhu si elle se souvenait du raticide qu'elle avait gardé. Oui, la docteure se rappela qu'il s'en était servi dans la communauté de Yuelu et lui demanda s'il en voulait davantage. Avec un sourire assuré, il répondit que ça pourrait servir, juste au cas où. Notre héros demanda ensuite ce qui se passerait après une petite dose. Zhu expliqua qu'une quantité vraiment minime serait naturellement éliminée par l'organisme. Mais à une dose de 5%, les reins ne pouvaient plus l'évacuer, ce qui provoquait une accumulation de poison dans le corps. Quand Zhang lui demanda si la victime mourait, Zhu réfléchit attentivement à l'évolution. Elle secoua la tête. Une seule exposition ne serait pas mortelle. En revanche, des doses répétées finiraient progressivement par détruire les organes et entraîner une mort lente et douloureuse sans traitement. Avec le froid actuel, les organismes étaient déjà dangereusement fragilisés. Dans ces conditions, quiconque continuait à avaler ce produit avait littéralement la mort qui l'attendait. Une main sur le menton, notre stratège reconnut que l'idée se tenait. Zhu lui demanda innocemment s'ils avaient des rongeurs à la maison. Son sourire pensif s'élargit. Dans l'abri, non. Mais dehors, il y en avait un paquet. Plus tard, dans le village de Zujia, les anciens élèves de Liang Yue se serraient autour d'un feu faiblard. Cheng Wu exigea furieusement de savoir pourquoi ils devaient vivre dans des conditions aussi misérables. Un autre élève serra le poing et regretta d'avoir quitté la base de Sishan. La vie là-bas était épuisante, mais au moins ils avaient à manger et de la chaleur. Même s'ils devaient finir par mourir, ils ne mourraient pas gelés. Émitouflé dans une couverture au fond de la pièce, Xiao Tian leur dit d'arrêter. Quelqu'un qui aurait réellement fini comme cobaye ne raconterait pas des absurdités pareilles en prétendant que Xishan était mieux. Les autres assurèrent Inos qu'ils faisaient juste passer leur frustration. Une fille se plaignit que professeur Liang aurait pu se battre pour eux mais les avait abandonnés, tandis qu'un élève arrogant aux cheveux noirs ricana qu'elle était sûrement devenue le jouet de Zangyi et avait peut-être vendu sa dignité pour entrer dans son abri. Un autre approuva, affirmant que leur ancienne professeure si stricte avait forcément sacrifié sa fierté. Cheng se mit à rire avec eux, jusqu'à ce qu'un bruit vienne de l'entrée. Une file rousse se retourna brusquement. Les mêmes élèves qui démontaient Liang une seconde plus tôt affichèrent aussitôt des sourires au bord des larmes, criant que professeur Liang était enfin revenu et qu'elle leur avait énormément manqué. Professeur Liang posa un lourd sac noir rempli de nourriture sur le sol et les avertit que l'extérieur pouvait bientôt devenir dangereux. Le village de Xujia possédait des sous-sols solides, alors ils devaient s'y cacher si des ennuis arrivaient. Cheng la fixa
incrédule, et demanda pourquoi elle ne les amenait pas dans l'abri si le danger était vraiment aussi sérieux. Encore blessée par tout ce qu'ils avaient fait avant l'apocalypse, la professeure d'arts martiaux se contenta de se détourner en leur disant de faire attention à eux. Cheng cria son nom encore et encore pendant qu'elle partait, puis la traita de cruelle lorsqu'elle refusa même de se retourner. Son indignation dura exactement jusqu'au moment où il ouvrit le sac de nourriture. En voyant qu'il y en avait assez pour tout le monde, il oublia aussitôt le reste. Ça doit être sympa d'être nourri tous les jours, tout en crachant sur la seule personne qui te donne à manger comme un chien. Des gens adorables. Après avoir attendu toute la journée, les élèves se jetèrent sur les provisions et mangèrent aussi vite qu'ils le pouvaient. Cette nuit-là, alors que tout le monde dormait profondément, les portes en bois s'entr'ouvrirent lentement. 3 silhouettes se tenaient dehors. Xiao Tian se réveilla immédiatement, repoussa sa couverture et exigea de savoir qui ils étaient, avant de leur ordonner de partir. Un soldat casqué bondit en avant et l'attrapa à la gorge. À la surprise de l'élève, l'intrus menaça de lui briser le cou s'il disait encore un mot. Xiao Tian serra les dents et tenta d'arracher la main du soldat, mais l'étreinte ne bougea pas. Alors, il lui envoya un coup de pied surhumain en plein corps, assez puissant pour le faire glisser en arrière sur le sol. Donghu, le capitaine chauve envoyé par Xiao Honglian, resta bouche bée. L'un de ses élèves était un surhumain. Xiao Tian fonça aussitôt vers l'entrée ouverte, espérant s'échapper et prévenir le reste du village. Donghu se déplaça assez vite pour lui barrer la porte. Impossible de laisser ce gamin filer. L'élève rugit et arma un puissant coup de poing directement vers le capitaine. Mais Donghu frappa le premier. Son poing s'enfonça dans le ventre de Xiao Tian avec assez de force pour le plier en deux et l'envoyer au sol. Crachant du sang en se tenant l'abdomen, Xiao Tian gémit, incapable d'y croire. Le capitaine de Yangsheng le dominait de toute sa hauteur et lui rappela qu'il n'avait aucune idée de qui il affrontait. Quelques heures plus tôt, près de la rivière Lujiang, Donghu avait ordonné à son escouade de dissimuler leur véhicule et de continuer à pied pour éviter d'être repérés. En observant les immenses fortifications de Zhang à travers une longue vue en laiton, le capitaine chauve se demanda si des humains pouvaient seulement construire un truc pareil. Il conclut qu'entrer dans cette forteresse serait impossible sans un bombardement prolongé avec des munitions lourdes. En abaissant sa longue vue, Donghu comprit enfin comment ses habitants avaient pu tenir aussi longtemps face à la base de Zishan. Il se tourna vers ses hommes et les prévint que ses adversaires n'avaient rien de simple. Chaque soldat de cette mission pouvait y laisser sa peau. Le capitaine mena ensuite son escouade armée à travers la neige jusqu'au village de Xujia. En avançant sur le chemin du village avec un tracker à la main, il confirma que le signal du téléphone satellite venait bien d'ici. Donghu désigna l'avant et ordonna à un soldat casqué d'aller vérifier. L'homme salua avant de courir vers la zone. En jetant un œil derrière une clôture en bois, l'éclaireur annonça qu'il n'y avait absolument personne et aucune trace d'organisation. Ça ne fit que rendre le capitaine encore plus méfiant. Un seigneur dangereux pouvait très bien contrôler cet endroit dans l'ombre. Alors il comptait battre en retraite au moindre signe étrange. L'éclaireur revint rapidement avec un rapport encore plus bizarre. Il y avait bien un village devant eux, mais pas âme qui vive, et il avait trouvé la source du signal. Donghu eut du mal à y croire. Près de l'immense mur, il se demanda si l'organisation mystérieuse vivait réellement dans la forteresse, tandis que le signal du village de Xujia n'était qu'un piège. Malgré tout, le capitaine de Yangsheng continua d'avancer. Ils étaient déjà venus jusque-là, alors autant récupérer un maximum d'informations. De retour dans le présent, Xiao Tian vaincu, Donghu ordonna à ses hommes d'attacher solidement tous les élèves et de les ramener à leur chef. Dans le bunker, Zhang Yi remarqua des fluctuations dans le signal du téléphone satellite qu'il avait laissé chez les élèves. Enfin, quelqu'un avait mordu à l'hameçon. Debout, devant la fenêtre, observant la neige tomber derrière la vitre, il se demanda comment avancer son petit plan. Dommage qu'il ne puisse pas assister au spectacle en direct. Le propriétaire de l'abri entra ensuite dans la vaste salle de contrôle souterraine, où Xingxin était installé dans son fauteuil roulant au milieu d'assez de RTX 590 pour faire tourner leur propre intelligence artificielle. Se retournant depuis son bureau avec un paquet de chips et un grand sourire, la hackeuse accueillit joyeusement frère Zhang.
Notre gars lui demanda si elle ne s'ennuyait pas à regarder des films toute seule. Xingxin lui répondit de ne pas s'inquiéter, elle tuait simplement le temps. Il lui demanda ensuite ce qu'elle avait découvert dans le téléphone satellite et s'il contenait des données importantes. Depuis son fauteuil, Xingxin expliqua que ses propriétaires avaient été prudents. Les téléphones satellites n'avaient pas non plus été utilisés depuis longtemps, ce qui laissait de nombreux trous dans les historiques. Elle avait tout de même récupéré assez d'anciens échanges pour identifier l'homme que Zhang avait tué. Il s'appelait Gao Yuan. C'était un capitaine d'équipe de Yangsheng et le cousin de la dirigeante de la base, Xiao Honglian. Notre stratège se passa une main sur le visage tandis qu'une goutte de sueur nerveuse apparaissait. Tuer un proche parent de la dirigeante de Yangsheng rendait soudain toute solution pacifique beaucoup moins probable. Xingxin lui rappela que Gao Yuan n'était que le cousin de Honglian, pas son frère, et qu'ils ignoraient à quel point ils étaient proches. Notre protagoniste reconnut qu'il était impossible de juger leur lien familial, donc mieux valait rester vigilant plutôt que paniquer. Se retournant vers ses écrans lumineux, la hackeuse ajouta que Yangsheng et Zhao Yu étaient restés en contact étroit. Les historiques manquaient de détails précis, mais les deux bases pouvaient très bien former une alliance contre eux. Bras croisés, Zhang lâcha un petit soupir et admit qu'il avait déjà envisagé cette possibilité. C'était le pire scénario. Puis sa confiance revint. Après avoir survécu à une longue guerre contre la base de Xishan, notre héros ne craignait plus personne dans la ville de Tianhai. Ses autres dirigeants n'étaient que des gens faibles ayant profité du chaos pour monter en puissance. Et à moins qu'ils n'aient des armes nucléaires, l'abri resterait parfaitement sûr. Le poing levé avec un sourire en coin, il admit qu'une partie de lui aurait même bien aimé les affronter. En désignant sa poitrine pendant que Xingxin l'écoutait, le propriétaire de l'abri déclara qu'un combat était le seul moyen d'apprendre à ces factions où était leur place. Le territoire de la base de Xishan lui appartenait désormais, et il ne laisserait personne franchir ses frontières ni troubler sa vie. Le poing serré, notre protagoniste promit de montrer assez de puissance dans un seul affrontement décisif pour que ses ennemis les laissent tranquilles ensuite. Xingxin mentionna alors un autre détail trouvé dans les échanges. Les éclaireurs de Yangsheng avaient une très mauvaise opinion du culte de la fleur des neiges. Ça ne les concernait pas directement, mais notre gars voulut aussitôt en savoir plus. En affichant le profil d'un membre du culte vêtu de rouge, elle expliqua que les archives de Gao Yuan montraient une hostilité très forte envers le culte. La tension entre les deux organisations était déjà énorme. Pensif, Zhang lui demanda si elle pensait que le culte de la fleur des neiges pourrait les aider si Yangsheng et Zhao Yu attaquaient. Xingxin répondit tranquillement qu'un allié incertain valait mieux qu'un nouvel ennemi, mais le stratège refusa net. Les alliés qu'on ne connaît pas, prévint-il, peuvent être encore plus dangereux que les pires ennemis. Malgré tout, alors que la moitié de son visage disparaissait dans l'ombre, notre survivant préféré afficha un sourire inquiétant. Il ne voyait aucun problème à utiliser le culte jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à offrir. À l'extérieur de la base de Yangsheng, une neige épaisse recouvrait les bâtiments industriels, les véhicules de garde et le personnel armé, pendant que les élèves capturés étaient conduits à l'intérieur. Dong Hu ordonna aux gardes de surveiller les prisonniers pendant qu'il allait prévenir leur chef. Dans son bureau, Xiao Honglian était assise dans un fauteuil à haut dossier, lisant des documents dans une robe rouge, sans manches, avec un châle de fourrure blanche. On frappa à la porte. Honglian autorisa la personne à entrer, puis releva les yeux de l'iMac posé sur son bureau lorsque Dong Hu s'avança. Elle lui demanda comment s'était passée l'enquête. Au garde à vous, le capitaine rapporta que le téléphone satellite disparu de Gao Yuan avait été retrouvé dans le village de Zujia. Son escouade avait également capturé des élèves de l'académie Tianqing, affirmant que leur professeur vivait avec Zhang Yi. Alors que la dirigeante de Yangsheng tournait une page de son livre ouvert, Dong Hu décrivit l'immense forteresse de glace et de neige située de l'autre côté de la rivière, face au village de Zujia. Selon lui, Zhang et les siens vivaient derrière ces murs et s'étaient servis de cette forteresse pour résister aux attaques de la base de Xishan. Adossé à son siège, les bras croisés, Honglian demanda où étaient les élèves. Dong Hu répondit qu'ils attendaient dehors et lui demanda si elle souhaitait les interroger elle-même.
La dirigeante se leva immédiatement. Dans l'atelier, les élèves ligotés de l'académie Tianqing étaient à genoux, les mains attachées derrière le dos sous la garde de soldats armés de Yangsheng. Xiao Hongliang entra dans la pièce avec assurance, suivi de Zhu Xingting et Dong Hu. En désignant Xiao Tian inconscient, le capitaine expliqua qu'ils avaient découvert sur lui une technologie de modification corporelle de la base de Sishan. Ce lien rendait le jeune surhumain suffisamment intéressant pour être étudié. Hongliang jeta un regard froid sur le côté et ordonna à ses hommes de le garder pour plus tard. Elle s'assit directement face aux prisonniers, croisa les jambes et replia les bras. Puis elle leur ordonna de tout révéler s'ils ne voulaient pas découvrir les méthodes de la base de Yangsheng. Le courage de Cheng Wu disparut instantanément. Les yeux écarquillés de panique, il promit de répondre à toutes les questions à condition qu'elle le laisse en vie. Les autres étaient tout aussi prêts à trahir n'importe qui. L'un supplia qu'on ne le tue pas, tandis qu'un autre proposa de raconter absolument tout sur Zhang Yi ou Mademoiselle Liang. Mais Hongliang leva le téléphone satellite noir de Gao Yuan et demanda comment il l'avait obtenu. Tous les élèves nièrent savoir quoi que ce soit. Aucun d'eux n'avait jamais vu cet appareil. Hongliang les fixa avec un regard extrêmement sceptique. Évidemment, ils devaient mentir. C'était presque triste de les voir encore nier dans une situation pareille. Puis Cheng craqua soudain et cria que le téléphone venait de Zhang Yi. La dirigeante de Yangsheng répéta l'accusation pour être certaine qu'il rejetait bien la faute sur Zheng. Un sourire excité se dessina sur son visage. Elle exigea de savoir combien de personnes cet ennemi commandait, quelles capacités elles possédaient et combien d'armes et de provisions elles avaient. Les élèves se turent brutalement. Hongliang demanda ce qui leur arrivait et s'ils n'avaient vraiment rien d'autre à dire. Terrifiés, ils commencèrent à balancer tout ce qu'ils savaient. Le pouvoir de Zhang semblait lié à la manipulation de l'espace. Yang Xingxin était une hackeuse hors pair et Lu Keran une mécanicienne exceptionnelle. Ting Ting fit remarquer que ce maigre tas de rumeurs était très loin de suffire pour mesurer la force de leur cible. Hongliang était d'accord. À moins de leur fournir quelque chose de plus précieux, ces informations ne leur sauveraient pas la vie. Les prisonniers paniquèrent complètement. Ils assurèrent que Mademoiselle Liang tenait énormément à eux et ne les laisserait jamais mourir, puis proposèrent même de guider Yangsheng si la base affrontait Zhang Yi. La dirigeante impitoyable se leva et ordonna qu'on enferme les élèves. Ils auraient le temps de se rappeler quelque chose d'utile. Sinon, Yangsheng les éliminerait pendant la guerre à venir. Avant qu'elle parte, Qingting proposa d'essayer autre chose. Hongliang se retourna et lui demanda ce qu'il avait en tête. Son assistant lui rappela que les élèves affirmaient être précieux aux yeux de Mademoiselle Liang, qui travaillait désormais directement sous les ordres de Zhang. Si ce lien était réel, il pouvait l'exploiter. Qingting suggéra d'utiliser les captifs comme monnaie d'échange, tout en faisant semblant de négocier. Comme ils ignoraient la véritable puissance de leur adversaire, un faux échange pouvait leur permettre de découvrir les cartes qu'ils cachaient encore. Hongliang doutait sérieusement qu'on puisse faire pression sur Zhang Yi ou Liang Yue avec des gamins aussi inutiles. Elle demanda à son assistant de ne pas être naïf. C'était l'apocalypse, bon sang. Un échange équitable ne fonctionnait que si les deux camps avaient quelque chose de valeur comparable à proposer. Ces élèves étaient des boulets. Même si professeur Liang avait autrefois été leur professeur, Hongliang n'imaginait personne assez idiot pour payer quoi que ce soit pour eux. Qingting fit respectueusement remarquer que toutes les femmes n'étaient pas aussi déterminées et efficaces que sa patronne. Et si Liang Yue était vraiment quelqu'un de pur et profondément gentil? Il supposa aussi que le fait que les élèves soient restés aussi près de l'abri prouvait que Mademoiselle Liang gardait encore un certain attachement pour eux. Le menton posé sur une main, Hongliang demanda si cette professeure était censée être une sorte de sainte. Qingting l'espérait sincèrement, parce que sa gentillesse pouvait leur offrir une ouverture. La dirigeante de Yangsheng finit par ordonner qu'on contacte Zhang Yi. Ensuite, ces hommes devaient mettre leurs petits jouets autour du cou de chaque élève, autrement dit les colliers explosifs, puis les enfermer dans les cellules du sous-sol. Qingting accepta l'ordre. Le lendemain, Liang Yue enfila son manteau d'hiver et prévint Zhang qu'elle s'absentait un moment. Il l'autorisa tranquillement à partir, lui demandant seulement de faire attention et de revenir vite.
Quand la professeure rougit, notre gars ajouta qu'il faisait froid dehors et qu'il devait bien se couvrir. Liang prit le sac de nourriture préparé pour ses élèves et partit. En la regardant s'éloigner, le stratège se demanda comment elle réagirait en découvrant qu'ils avaient disparu. Avec la personnalité de professeur Liang, impossible qu'elle reste indifférente. Notre protagoniste espérait simplement qu'elle ne ferait pas trop d'histoire à cause de ça. Sinon, il serait obligé de la virer du groupe. Après un certain temps, la professeure d'arts martiaux atteignit le village de Xujia avec le sac de nourriture à la main. Elle poussa la lourde porte en bois, lâcha un souffle de surprise et fixa la pièce vide. Tous les élèves avaient disparu. Liang se demanda aussitôt si l'une des 4 organisations de ville de Tianhai les avait emmenés. Elle ressortit précipitamment et fouilla le village silencieux, sans trouver la moindre personne. Quelqu'un les avait vraiment kidnappés. N'ayant plus aucune autre option, professeur Liang décida qu'elle devait demander l'aide de Zhang Yi. Elle courut jusqu'au bunker. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Si quelqu'un s'en était pris à ses élèves pour l'atteindre, alors elle était forcément la vraie cible. Et elle ne pouvait pas laisser ses enfants mourir. Liang arriva complètement essoufflé après cette longue course. Zhang, qui se détendait sur le canapé en jouant à Candy Crush, leva les yeux et lui demanda ce qui se passait. La professeure bouleversée lui annonça la terrible nouvelle, tous ses élèves avaient disparu. Zhu et Xingxin jouèrent parfaitement la surprise, tandis que Keran suggéra que les élèves étaient peut-être partis chercher du bois ou de la nourriture. Franchement, elles méritaient toutes un Oscar. Belle performance, les filles. Liang avait déjà fouillé tous les endroits réalistes où ils auraient pu aller sans trouver la moindre trace. Elle demanda si des forces ennemies avaient pu les capturer. Le propriétaire de l'abri reconnut que c'était possible, mais demanda pourquoi un ennemi s'intéresserait à ses anciens élèves. Il lui demanda si elle s'était fait des ennemis qui pouvaient chercher à se venger. Liang ne voyait personne. Elle avait enseigné à l'académie Tianqing pendant 3 ans sans se créer de rancune personnelle. Notre héros lui dit de ne pas tirer de conclusions trop vite. Il devait garder la tête froide, réfléchir à toutes les possibilités et examiner les alentours à la recherche d'indices. Il commença par ordonner qu'on vérifie les enregistrements du système de sécurité de l'abri pour repérer quoi que ce soit d'inhabituel. Les images de surveillance défilèrent à toute vitesse pendant que Zhang examinait chaque caméra. Le stratège ne trouva aucune réponse. Sans savoir qui avait agi ni ce qu'il voulait, son groupe devait rester passif pour le moment. Il connaissait 4 organisations à ville de Tianhai, mais il rappela que d'autres factions cachées pouvaient très bien exister. Notre protagoniste interdit donc toute action irréfléchie. Si quelqu'un avait enlevé les élèves de Mademoiselle Liang, les ravisseurs avaient forcément une arrière-pensée, et Keran comme Xingxin acquiescèrent. Le choix le plus sûr consistait à attendre que l'ennemi prenne contact. Liang ne comprenait toujours pas. Elle ne possédait rien qui puisse intéresser ces organisations et ne se rappelait pas avoir offensé qui que ce soit. Notre gars posa prudemment la question qui fâche. Si les ravisseurs avaient choisi ses élèves, qui pouvait-il viser d'autre qu'elle ? Il ajouta aussitôt que ce n'était qu'une hypothèse. Puis le cerveau à l'origine de tout son problème prit la main de la professeure et lui promit de régler la situation. Avec un soutien héroïque face à une crise qu'il avait lui-même provoquée, il demanda à Liang Yue de le laisser porter ce fardeau pour elle. Tenant sa main entre les siennes, Zhang Yi lui rappela qu'il avait promis de veiller sur les élèves et qu'il ne revenait jamais sur sa parole. Dès qu'il recevrait des nouvelles, il agirait. Liang rougit et accepta de lui faire confiance. Pendant ce temps, dans sa tête, notre stratège préféré célébrait enfin le fait de s'être débarrassé de ses fauteurs de troubles. Après ça, Keran et Xingxin soutinrent leur professeur et l'accompagnèrent dans le couloir jusqu'à sa chambre pour qu'elle se repose. Une fois les filles et leur nouvel professeur d'arts martiaux partis, Zhu s'assit à côté de notre gars et lui demanda si les organisations les visaient. Il répondit sans hésiter. Oui, ils étaient la vraie cible. Assise de l'autre côté, Yang Mi constata tristement qu'il n'avait profité que de quelques jours de calme avant de repartir vers une nouvelle guerre. Le propriétaire de l'abri la corrigea. La paix n'avait jamais vraiment été une option. En rapprochant Yang Mi de lui, il compara la paix à des vacances. Tôt ou tard, tout le monde doit retourner au boulot. Dans ce monde, la guerre et les massacres étaient devenus la norme. Avec les 2 femmes à ses côtés, notre protagoniste pensait pouvoir gérer l'attaque de 2 organisations.
Mais si les 4 grandes factions s'unissaient contre eux, même lui devait envisager ce qui pouvait arriver. Pendant un instant, notre héros admit qu'une telle alliance pouvait leur compliquer la vie, puis il balaya l'idée avec une confiance absolue. Non, il gagnerait. Zhu lui demanda s'il se sentait mal pour Liang Yue. Notre gars ne voyait aucune raison de culpabiliser. Histoire de marquer son territoire au passage, la docteure lui demanda s'il ressentait une quelconque attirance pour professeur Liang en tant que femme. Zhang répondit qu'il l'appréciait et serait parfaitement heureux d'en faire l'une des personnes en qui il pourrait avoir confiance. Puis son expression s'assombrit. Avant de mériter cette confiance, Liang Yue devait réussir ce test. Plus tard, Oncle Yu et Chun Lei vinrent au bunker. Zhang Yi leur expliqua la situation actuelle et les prévint de se préparer, tandis que l'homme plus âgé rappela que les ennuis étaient inévitables depuis qu'ils avaient tué les éclaireurs de Zhaoyu. Adossé à son siège avec un soupir agacé, Chun Lei qualifia toute cette situation de vraie galère. Pourquoi personne ne pouvait simplement les laisser vivre comme ils voulaient, au lieu de se battre pour chaque bout de terrain? Le stratège expliqua que certaines personnes chercheraient toujours à tout accumuler pour elles-mêmes. Dès que la survie entrait en jeu, les factions s'étendaient et prenaient tout ce qu'elles pouvaient, contrairement à son propre groupe, bien sûr, qui n'avait absolument aucun désir matérialiste, évidemment. Du point de vue de la sécurité, le propriétaire de l'abri estimait qu'être vraiment tranquille exigeait d'éliminer chaque menace potentielle. Même un petit groupe armé près de chez lui suffirait à lui donner envie de le rayer de la carte, et les 2 hommes acquiescèrent. Malgré tout, notre protagoniste leur dit de ne pas s'inquiéter. Tout ce qui se passait faisait partie de son plan. Une fois que leurs ennemis auraient goûté à la puissance de l'abri, ils comprendraient que ce groupe n'était pas une proie facile et cesserait de les déranger. Assis en tailleur, les bras croisés, Oncle Yu sourit. Si la paix devait se gagner à coups de poing, il corrigerait tous ceux qui tentaient de les malmener. Chun Lei posa sa joue dans une main et gémit à l'idée de devoir encore se battre. Et bon, il n'avait pas tort. Comme tout véritable otaku, le pauvre voulait juste rester chez lui et profiter tranquillement de ses filles en 2 dimensions. Soudain, les 3 hommes se levèrent. Oncle Yu avait entendu quelqu'un approcher et Chun Lei reconnut le bruit d'un véhicule. Zhang mena les autres en courant dans l'escalier en colimaçon, puis le trio observa la tempête de neige à travers la vitre du balcon. En ne voyant qu'un seul véhicule, notre survivant préféré se demanda si la base de Yangsheng avait envoyé un éclaireur ou simplement un messager. Il enfila son manteau sombre, posa son fusil de précision sur le rebord et visa à travers la lunette pendant que Chun Lei observait la scène avec nervosité. Dans le viseur, une Mercedes noire traversait la neige profonde, comme si on venait soudain de passer dans une pub Mercedes. 2 soldats casqués étaient assis à l'intérieur. Puis, le conducteur se pencha par la fenêtre avec une arbalète et tira vers le bunker, façon drive-by de l'Apocalypse. Le carreau se planta dans le mur de pierre avec un mot rouge attaché à la hampe. Toujours en train de suivre les soldats dans sa lunette, Zhang vit la Mercedes faire demi-tour et demanda tranquillement s'ils comptaient déjà repartir. Notre gars n'avait aucune intention de les laisser filer aussi facilement. Un tir de gros calibre transperça le pneu arrière gauche. Le pneu éclaté envoya la Mercedes dans un dérapage incontrôlable avant qu'elle ne se retourne et finisse sur le toit dans la neige. Fusil à la main, notre protagoniste sauta du balcon aux côtés d'Oncle Yu pendant que Chun Lei les regardait, surpris. Il atterrit souplement dans la neige, toujours prêt à tirer avec son fusil de précision. À côté de la voiture retournée, un soldat tentait désespérément de libérer son compagnon coincé et l'avertit que leur poursuivant arrivait. Quand il se retourna, il vit Zhang et Oncle Yu foncer vers eux sur le dos d'un roi gigantesque. Visiblement, l'étrange chat géant venait de devenir leur taxi de l'Apocalypse. Terrifié, le soldat abandonna son compagnon coincé et prit la fuite, pas vraiment motivé à finir en nourriture pour chat. Normalement, je le démontrais pour avoir lâché son pote en 1 seconde. Mais franchement, qui peut lui en vouloir ? Installé sur le dos de Hua, le propriétaire de l'abri se rappela sa propre règle. Quiconque attaquait sa base ne repartait pas tranquillement. Il cala calmement son fusil de précision avec silencieux contre son épaule et visa. Une balle traversa proprement la jambe du fuyard. Du sang jaillit et l'homme s'écrasa la tête la première dans la neige en hurlant.
Descendu du chat mutant, les mains sur les hanches, notre héros constata qu'aucun des deux ennemis ne semblait posséder de capacités surhumaines. Avant même qu'on puisse les interroger, les deux soldats écrasèrent les capsules de poison dissimulées dans leurs dents. Du sang coula de leur bouche, alors qu'ils préféraient se sacrifier plutôt que d'être capturés et interrogés. Pendant qu'oncle Yu examinait l'homme coincé sous la voiture, Zhang demanda s'il s'était suicidé. Le vétéran confirma que les deux hommes avaient utilisé des capsules dentaires cachées pour éviter tout interrogatoire. Le stratège respectait la préparation, mais leur mort l'empêchait désormais de comprendre le véritable objectif de la mission. À ce moment-là, Chun-Lei arriva en courant avec le carreau d'arbalète à la main, tout content d'annoncer que les soldats avaient laissé une flèche derrière eux. Notre protagoniste, habituellement si calme, paniqua immédiatement. Il leva la paume et ordonna à Grossu de s'arrêter exactement là où il était. La flèche pouvait avoir été piégée. Chun-Lei se figea en comprenant enfin l'énorme idiotie qu'il venait de faire, tandis que Zhang lui demanda lentement de la poser au sol. En sueur sous la neige qui tombait, Grossu s'accroupit et déposa le carreau avec une prudence presque douloureuse. Il aurait pu exploser, libérer du poison ou franchement faire n'importe quoi. À l'instant où la flèche toucha la neige, notre héros prudent activa sa capacité spatiale et ordonna à tout le monde de reculer. Une énergie bleue souleva l'étrange carreau jusque dans sa dimension de stockage. Mieux vaut prévenir que guérir, toujours. Zhang entra ensuite lui-même dans cet espace, où flottaient des bidons de carburant, des véhicules, son fusil de précision Barrett calibre 50 et la nouvelle flèche. En apercevant la lettre rouge attachée dessus, il se demanda si Yangsheng voulait la guerre ou négocier. De retour dehors, le propriétaire de l'abri ordonna à Chun-Lei de jeter les gants qui avaient touché le carreau. Grossu balança aussitôt les gants qu'il aimait tant et maudit cette fichue flèche de lui avoir coûté une paire parfaitement correcte. Plus tard, dans le laboratoire, Zhang apporta à Zhu la flèche enfermée dans un sac plastique et lui demanda de tester aussi bien le carreau que le message pour vérifier la présence de poison. Douter que quelqu'un qui voulait simplement livrer une lettre utilise une méthode aussi sale. Notre protagoniste insista. Il ne pouvait jamais être trop prudent, parce qu'une seule erreur pouvait faire tomber tout l'abri. Oncle Yu confirma en s'appuyant sur son expérience du champ de bataille. Des pièges de ce genre pouvaient provoquer des pertes énormes, et il avait déjà vu des situations similaires. Avec le sérieux de quelqu'un qui lance un épisode de Breaking Bad, Zhu enfila des gants bleu vif. Elle posa la pointe de la flèche à côté du message rouge, puis déposa une goutte de liquide de test transparent. Le produit chimique vira immédiatement au vert. Tout le monde resta sous le choc. La flèche était réellement empoisonnée. Bras croisés, tandis qu'un Chun-Lei terrifié tremblait à côté de lui, notre gars rappela que la moindre négligence était interdite dans un monde rempli d'ennemis qui voulaient leur mort. Alors que Zhu sécurisait la flèche et le message sous une cloche de verre, le stratège admit qu'il aurait fait exactement la même chose. C'était facile à anticiper. On finit toujours par raisonner comme les ennemis qu'on affronte. La docteure remarqua qu'il y avait du texte sur le message et lui demanda s'il voulait le lire. Zhang se pencha, curieux de découvrir ce qu'il contenait. Le papier rouge fut déroulé sur la table. Xingxin s'approcha pour le lire et repéra une adresse qui semblait permettre de contacter la base de Yangsheng. Le propriétaire de l'abri demanda immédiatement si l'utiliser était sans danger. Xingxin lui demanda avec assurance quel danger pouvait bien survivre quand elle était là. Frère Zhang la félicita, comme toujours, en lui disant qu'elle était la meilleure. Liang Yue comprit aussitôt ce que ça signifiait. Quelqu'un de la base de Yangsheng avait capturé ses élèves. Notre héros reconnut que tous les indices pointaient désormais dans cette direction. À ce stade, ça faisait beaucoup trop de coïncidences pour continuer à les ignorer. Professeur Liang les pressa de prendre contact et de découvrir ce que Yangsheng cherchait à obtenir. Dans sa tête, Zhang savait que la prochaine étape tournerait autour de la négociation et des preuves. Il accepta de parler à l'ennemi, tout en notant intérieurement que cette conversation lui permettrait aussi de récupérer des informations sur eux. Avant de commencer, le stratège avertit Liang Yue que tenter de sauver ses élèves par la négociation serait dangereux. Il ne pouvait montrer aucune faiblesse. Zhang lui demanda donc d'observer la discussion sans laisser paraître trop d'inquiétude pour les captifs. Professeur Liang comprit et promit de se contrôler.
Et c'est ici que se termine l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, Yang Sheng a suivi le signal du téléphone satellite que Zhang Yi avait placé au village de Xujia, capturé les élèves de Liang Yue et s'en est servi pour ouvrir le contact avec le bunker. Zhang avait anticipé ce mouvement, mais cette prise d'otage a quand même forcé professeur Liang à affronter ce que ses anciens élèves représentaient encore pour elle. Après avoir intercepté le message empoisonné de Yang Sheng, Zhang a accepté de négocier tout en avertissant Liang de ne pas montrer son inquiétude. Pendant ce temps, le culte de la fleur des neiges avait déjà identifié Zhang comme une puissance mystérieuse et sa sainte se préparait à tester s'il pouvait devenir un allié ou une menace. À votre avis, Zhang devrait-il jouer le jeu de la négociation avec Yang Sheng ou frapper le premier avant qu'il puisse utiliser les élèves contre lui ? Si l'épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous pour la suite et partagez votre réponse dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans le prochain épisode de Plotoria.